Merci à vous pour votre présence. On va commencer donc ce débat sur les nouvelles pratiques d'accompagnement des dirigeants, mais au préalable, je remercie la mairie du 17e de nous accueillir. Monsieur le maire va vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous accueillir ici pour les ateliers RB. Et j'ai pensé pour Rosie Bordet, Rosie qui est une amie qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. On a eu la RGPD avec toute la révolution que ça pouvait produire, avec des experts qui sont venus il y a quelques mois. Et ce matin c'est les nouvelles approches pratiques en matière d'accompagnement de dirigeants. Pour avoir été coaché, moi je suis issu du secteur privé, je travaille dans une société de portage salarial. Alors vous me regardez, vous dites il travaille encore. Oui, il travaille encore. Alors ça reste symbolique, c'est une journée par semaine et c'est le jeudi. Donc j'ai pris aujourd'hui, ce matin, là, quelques minutes sur mon temps de travail dans une PME qui fait du portage dans le 17e arrondissement. J'accompagne les dirigeants plutôt dans la partie stratégie de développement. Parce qu'une journée par semaine, je ne suis pas forcément le plus productif de l'entreprise, mais moi c'est une respiration dans ma semaine. Le mandat de maire est très prenant, c'est H24. Mais le fait d'avoir une respiration dans le privé, c'est très utile pour agir ici à la mairie, et de garder les pieds connectés avec la réalité, les pieds sur terre, je crois que c'est aussi très important. Alors vous allez aborder la question du coaching. Moi j'ai été donc coaché dans cette vie professionnelle, je suis régulièrement, c'est un enrichissement vraiment quand on est face à des enjeux, on n'a pas forcément toutes les clés, c'est important de pouvoir être accompagné et même quand on est élu, dirigeant, de pouvoir aussi prendre du recul avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ne vont pas faire à votre place. Le coaching, c'est surtout pas faire à votre place, c'est pas du conseil. Le coaching, c'est vraiment un accompagnement. En tout cas, je sais que ça va être fructueux ce matin, je ne vais pas pouvoir rester, mais je sais qu'il y a un plateau très relevé avec un partage d'expérience qui va être vivifiant pour tout le monde. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger entre vous, c'est l'objet de ces rencontres Atelier RB. En tout cas, un grand merci de venir nombreux ce matin. Et on a, dans le cadre de notre politique de développement économique, alors on n'a pas de compétences propres, mais on essaie d'être en lien avec les entreprises du territoire. On a mis en place un certain nombre d'actions avec Benjamin Malo, qui est à mes côtés, qui est adjoint au maire, en charge du développement économique, de l'emploi et toutes les questions économiques. Et on a mis en place donc un certain nombre d'actions, dont un business meeting qu'on organise à la mairie au mois d'octobre. On a des gardés de parties d'entrepreneurs, on a un club qui s'appelle PEPS 17 qui a vocation à réunir les entrepreneurs du 17e, pas dans un souci de masse, de faire de la masse et de recruter à tout va, mais plutôt de se partager les bons plans. Donc c'est le mode de la cooptation, un peu comme l'atelier RB. Donc vous êtes invités naturellement pour ce business meeting, et puis on sera ravis de vous accueillir régulièrement, parce que maintenant on a pris un rythme très assidu. Bravo à toute l'équipe, c'est très important en tout cas qu'il y ait dans les mairies des initiatives à destination des dirigeants d'entreprise. Très bonne matinée. Merci pour cette introduction. Alors, vous allez assister à un atelier débat. Qui dit débat dit propos, j'espère, contradictoires. Au cours de ce débat, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre la parole. N'hésitez pas à poser des questions. On ne va pas attendre la fin des interventions des uns et des autres pour que vous vous exprimiez si vous le souhaitez. Ça permettra d'y répondre immédiatement. N'hésitez pas à faire des commentaires. Ça enrichira les débats et ça ne sera que positif. Je vais faire la présentation de nos intervenants. Nous avons, je vais commencer par les dames, Sylvie Cobarien-Lega, qui est directrice juridique à France Télévisions, Gwenaëlle Trolli, qui est directrice générale de RMC Découverte, Claude Monnier, qui est DRH de Sony Music, et Jean-Michel Héberdet, coach, cofondateur des accélérateurs du management, KZ, et Laurent Chouraki, coach coach Stepway Consulting. On va commencer. La première question que je me suis posée quand j'ai vu l'intitulé du débat, c'est les nouvelles pratiques d'accompagnement des dirigeants. Quand on est nouveau, on parle de quoi exactement? J'ai interrogé Laurent, on a un peu travaillé là-dessus. Alors, nouveau, ça veut dire quoi? On parle de quelle période? Quelle est la période de référence? Alors, je ne sais pas si le micro ne fonctionne pas. Alors, on m'entendra mieux comme ça. Oui, donc je ne sais pas si on se tutoie. Comme tu veux. On se tutoie. En fait,
le coaching, il faut savoir que j'ai été manager avant d'être coach, donc on peut croire que c'est une discipline nouvelle, mais en fait, non. Si vous y réfléchissez bien, quand on parle de coaching, on peut remonter presque à l'Antiquité. En y réfléchissant, si vous prenez Socrate était le premier coach, puisque, comme vous le savez, vous n'avez pas oublié, souvenir du bac, Socrate avait deux coachés, à savoir Platon et Xénophon. Il y en a un qui est plus resté dans l'histoire que l'autre, sans doute à raison de la prononciation de son nom, mais il n'en reste pas moins qu'on remonte quand même là. Il faut savoir que les Grecs avaient l'habitude de se balader et effectivement, pour les philosophes, de prodiguer des conseils. Donc, en termes d'histoire du coaching, on remonte à loin. Maintenant, si on passe à l'histoire moderne, vous avez tous vu que le coaching s'est énormément développé sur ces dernières années. Tout le monde, enfin j'allais dire, il y a énormément de coachs aujourd'hui sur la place de Paris. J'allais dire que en fait tout le monde peut revendiquer un label de coach. Il y a aujourd'hui une déontologie qui existe, mais qui est quand même minimaliste. Dans le développement du coaching, pour répondre à ta question, il développe la multiplication un petit peu de coaching, remonte à peu près aux années 90. Moi, en tant que manager, j'ai été coaché à ce moment-là, entre 90 et 2000. Et j'allais dire, la success story est arrivée dans les années 2010. Vous connaissez tous, à minima, Anthony Robbins, j'imagine. Je ne sais pas si on peut lui affecter le terme de coach, c'est ce monsieur américain qui remplit des amphithéâtres en prêchant un peu la bonne parole. Et pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'entreprise, moi maintenant ça fait 7 ans que je fais ce métier. Je me rappelle quand j'ai commencé cette seconde partie de carrière, une question qui se posait c'est mais est-ce qu'on peut vraiment en vivre du coaching? La réponse je l'ai aujourd'hui, me concernant en tout cas, elle est oui. Mais c'est vrai que ça n'allait pas de soi quand j'ai commencé cette discipline. En fait, ce qui a généré le développement du coaching, finalement la période de référence, c'est que comme vous l'avez vu, on est dans une époque de transformation absolument incroyable. Donc tout va beaucoup plus vite. Et l'événement générateur qui fait que les accompagnements, parce qu'on parle d'accompagnement, on parle de pluralité d'accompagnement, on accompagne à la fois les managers en individuel et on accompagne les donc la période de transformation a induit beaucoup de pertes de repères. Vous avez vu aujourd'hui, même dans les projets politiques qu'on nous propose, qu'il y a une quête de sens qui est fabuleuse. Et donc, les hommes et les femmes d'entreprise ont de plus en plus eu besoin de retrouver leur marque, de trouver les repères. Et les coachs se sont trouvés, en tout cas là, au bon moment, pour aider, dans les formes dont on a parlé, les managers masculins, féminins et leurs équipes à récupérer ou à aller vers cette quête de sens et les accompagner dans le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, dans la transformation. Voilà. Jean-Michel Berlet, vous êtes d'accord sur le constat, sur le calendrier? Alors moi j'irai un peu plus loin, parce qu'il ne faut pas qu'on soit totalement d'accord aussi. J'irai beaucoup plus loin, je crois qu'il y a des sujets que des managers ou des dirigeants ne peuvent pas traiter à la maison, dans l'entreprise, et encore moins avec leurs amis, sur les sujets qui sont liés à la prise de décision. Donc on parle de la solitude du manager, de la solitude du dirigeant, c'est une vraie réalité. Elle est liée à différentes pressions qui sont sur la tête des dirigeants et des managers. Et effectivement, le tiers de confiance extérieur, neutre, on dira bienveillant, mais qui ait une capacité d'écoute supérieure à la moyenne et surtout qui ne soit pas inductif dans ses conseils, on n'a jamais eu autant besoin. Donc, alors on parlera, moi je suis sur des modèles collectifs, Laurent sur des modèles plus individuels. Mais oui, la mutation est profonde et oui, on n'a jamais eu autant besoin de personnes neutres qui avant existaient dans le village. Souvent on disait que on avait recours à l'oncle de la famille qui était quelqu'un qui n'était pas dans la famille pour donner
un avis éclairé ou pour moi pour savoir écouter. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui écoute, notamment dans le domaine professionnel, et le rôle du coach, il est revenu effectivement comme étant ce tiers de confiance extérieur qui est important pour justement être une soupape à la fois en écoute et également je dirais, en possibilité de prise de parole. D'accord. Et vous êtes d'accord sur le fait que ça remonte à 8-10 ans à peu près? Auparavant, c'était très marginal? Je sais pas, enfin, moi je vois beaucoup de gens avec des t-shirts de coach, donc surtout méfiez-vous des gens qui portent des t-shirts de coach, parce que c'est rarement leur métier. Ça c'est un premier conseil que je peux donner. Je peux raconter une histoire qui m'est arrivée? Allez-y. Allez-y. Donc je suis au bord de la piscine, d'une piscine dans le sud de la France, et il y a deux petits garçons qui essaient d'apprendre à nager. Et ils ont 2 maîtres nageurs. Le premier, il a un t-shirt de coach, maître nageur coach, et le deuxième, c'est plutôt un intermittent du spectacle, parce que l'autre maître nageur étant malade, et ils ont appelé cet intermittent qui est comédien, mais qui est aussi un diplôme maître nageur, mais il n'a pas le t-shirt. Et les 2 enfants donc ont tous les 2 arrivent au fond de la 10e séance. Et donc là, il est important parce que par rapport au contrat que les mères de famille qui surveillent leurs progéniteurs ont face à des enfants, là, il y a un vrai problème, il faut arriver au bout. Et donc le premier n'arrête pas de dire au gamin qui doit faire les 50 mètres, bon allez, vas-y, dépêche-toi, fais comme je t'ai dit, etc. Bien évidemment, le mot n'arrête pas. Et le deuxième, en fait, comme l'intermittent, qui en fait est un vrai coach, parce qu'il y a des coachs qui le sont sans le savoir en fait, il prend le gamin à part et il dit, tu vois là les 50 mètres, là, c'est ça ce que tu dois faire, ok, eh bien écoute, moi, maintenant que tu as réussi, alors qu'il n'a pas fait les 50 mètres, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti? Et là, le gamin, il commence à lui dire, je suis juste à côté, j'ai le journal, là j'arrête le journal, et j'écoute, et le gamin, il dit, c'était super, parce que mes parents m'ont applaudi, je pensais pas que j'étais capable, etc. Et il raconte l'histoire en visualisation, tu connais le principe, dans lequel il exprime ce qu'il a réussi de faire, alors qu'il ne l'a pas encore fait. À ce moment-là, notre coach intermittent, il dit, écoute, on va recommencer, le môme, il fait les 50. Voilà. Histoire de coaching. C'est une belle illustration. On parle de quels dirigeants, Laurent et Jean-Michel? Quel est le périmètre des dirigeants dont on parle? C'est des dirigeants de grosses structures, de petites structures, tout type de dirigeants? Alors le premier cadeau, c'est qu'on en a autour de la table. Et les grands. Les grands, exactement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une véritable démocratisation, en tout cas dans ce que j'ai constaté du coaching. Avant, moi quand j'ai été coaché, j'étais à la tête de ma boîte, donc du coup, on va dire que c'était plutôt ce type de manager-là, les gens qui étaient capables de prendre des décisions, et dans les grosses instances, on était au niveau des comités de direction. Maintenant, j'allais dire, on ne parle plus que de dirigeants. On s'adresse également aux collaborateurs de l'entreprise. C'est vraiment descendu, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le manager intermédiaire était un peu la cheville ouvrière et la courroie de transmission de l'entreprise, donc il y avait pas mal de souffrance à un moment. Qu'on venait de les coacher et puis ensuite les collaborateurs aussi. Donc vous avez aujourd'hui, tu as des entreprises qui se lancent là-dedans et sur des programmes vraiment long terme. Claude, vous qui êtes DRH, quelle est votre vision du coaching justement? À quel niveau de dirigeant de Sony Music vous pouvez appliquer des coachs et de l'accompagnement? C'est celui-ci. Bonjour. Bonjour. Pas mieux. À la voix? Oui. Merci. Donc je ne suis pas chanteur chez Sony, ça se entend tout de suite. Je m'occupe des ressources humaines. À quel niveau on s'adresse? Alors, on dit qu'un poisson pourrit toujours par la tête. Donc nous on s'adresse aux top dirigeants sur le coaching. Et nous avons ciblé cette méthode d'accompagnement sur les temps faibles. Donc, nous sommes extrêmement, au sein de la fonction RH, sensibles au moment où nos dirigeants sont dans une séquence difficile, rencontrent des difficultés, et on sait que là, le mot a été prononcé tout à l'heure, c'est la fameuse solitude du dirigeant face à une prise de décision. Parfois, des réflexes reptiliens font que quand c'est difficile pour un dirigeant, il peut avoir tendance à plutôt aggraver la situation, dégrader sa posture de dirigeant, plutôt que d'essayer de trouver des solutions qui améliorent son leadership. Nous, on se concentre sur ces moments-là, et pour nous, cette définition de coaching, elle est uniquement pour le cadre dirigeant, c'est-à-dire celui qui dirige les décisions,
et qui est censé donner un sens, une stratégie pour l'ensemble du corps social. Ça veut dire que son périmètre, c'est de combien de personnes selon vous pour que ça ait sens? C'est taille de service, comment vous procédez pour décider que c'est un temps? C'est pas une taille de service, c'est celui qui décide. Et il faut qu'il y en ait un qui décide dans une entreprise pour que ça marche. Même si on est dans la mode du collectif ou du collaboratif ou de la co-construction et de la je ne sais quoi. Mais néanmoins, il y en a un qui décide, il y en a un qui va rendre des comptes, il y en a un qui va mettre l'intégralité de sa responsabilité pénale et civile en jeu. Si la décision est bonne, c'est lui qui prendra le plus gros bonus. Si la décision est mauvaise, a priori, ça pourrait bien être sa dernière journée de travail. C'est lui qu'on coach, lui ou elle. Les autres, on ne les coache pas. Tous les top managers, les middle managers, c'est d'autres programmes d'accompagnement, c'est une autre posture, c'est un autre travail. Mais celui qui est en haut de la tête du poisson et qui peut pourrir, et si lui pourrit, c'est toute la maison qui pourrit, c'est lui qu'on coach. Quelle est votre expérience, Gwenaëlle, chez RMC Découverte ou auparavant? Moi, en l'occurrence, c'est plutôt moi, j'ai un témoignage de coacher. donc voilà, et c'est vrai que. Et racontez, hein. N'hésitez pas à. Oui, mais pour le coup, effectivement, c'est un accompagnement. Mais la notion de neutralité, elle est extrêmement importante. Et en tout cas en tant que coaché. Et l'autre chose qui est très importante, et dont parlait Laurent, c'est aussi cette notion d'expérience. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un en face qui a cette notion d'expérience de chef d'entreprise et de décideur, c'est vrai que du coup la relation elle est différente. Et à mon avis, c'est essentiel d'avoir déjà été dans la peau d'eux et d'avoir vécu des choses comme ça, pour pouvoir aussi en toute neutralité extérieure à l'entreprise, pouvoir faire ce travail de coaching en toute confiance en tout cas. Ça veut dire que vous préconisez chez RMC Découverte à quel niveau de décision, là encore, pour bien définir le sujet dont on parle? Nous, alors, pour le coup, il n'y a pas de coaching en intermédiaire ou en management. D'accord. Parce que? Parce qu'on est déjà des petites entités, et puis qu'effectivement, à ce stade, on n'en a pas forcément éprouvé le besoin pour l'instant. D'accord. Laurent, tu vas te prêter un exercice, je te donne 2 minutes pour me décrire le contexte dans lequel tu exerces aujourd'hui, à date, et ensuite on va enchaîner sur les nouvelles pratiques dont on a parlé ensemble. Donc en qualité de coach, quel est le paysage dans lequel tu es amené à exercer ta fonction? Par rapport au changement, par rapport à la relation management. Monsieur Joly, il va falloir que tu précises ta question. Alors, il faut savoir que une pratique de coach, en général, une question, on pose une autre question, évidemment, pour amener le candidat à clarifier sa pensée. Voilà. On parle de nouvelles pratiques d'accompagnement des dirigeants. Pour considérer que c'est nouveau, je voudrais qu'on fasse un constat aujourd'hui du paysage managérial des principales entreprises. On parle souvent d'un rapport au travail différent des jeunes générations. On parle de conduite du changement permanent. On parle d'une relation à la hiérarchie aussi différente, d'une structure beaucoup plus horizontale que verticale. À partir de quand tu vas devoir mettre en œuvre de nouvelles pratiques d'accompagnement pour faire face à cette nouvelle donne? Voilà, c'est ce que pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure, on est sur, moi je suis principalement sur des enjeux de transformation. C'est vraiment le maître mot. Vous avez de nombreuses entreprises qui doivent changer aujourd'hui de fonctionnement. Moi je viens de l'univers des médias, vous avez tous vu, et je pense que mes camarades autour de la table en parleront encore mieux que moi, vous avez tous vu que le modèle audiovisuel est en train de changer. On ne consomme plus la télé comme on la consommait avant. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui doivent changer de modèle. Ça veut dire qu'un dirigeant, par rapport à ses collaborateurs, il doit également évoluer dans son discours. Donc j'interviens dans ces conditions-là. Et puis, ce que je disais aussi, j'utilisais le mot de sens. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et là j'élargis le cercle, sont en quête de sens. En tout cas, les collaborateurs et les collaboratrices sont en quête de sens. Et quand je dis qu'elles sont en quête, ça veut dire qu'elles ne l'ont pas. Aujourd'hui, on dit plutôt comment il faut faire les choses. Tu parlais tout à l'heure, c'était intéressant, ton exemple, ton histoire, Jean-Michel, autour du petit garçon qui avait du mal. Là, c'est bon. Ça peut s'appliquer à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne vous parle que du comment et du quoi, c'est compliqué d'avancer. Donc quand les entreprises font le constat qu'il faut, comme disent les Anglais, penser hors de la boîte et trouver autre chose, alors là, elles me sollicitent ou elles sollicitent un coach. Et on intervient sur la définition du sens. Quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je crois que c'est l'un d'entre vous, je crois que c'est donc il y a des RH de ceux qui disaient ça. C'est vrai qu'il faut que quelqu'un tranche à un moment. Et on n'est pas dans une espèce de kibbutz où tout le monde va décider. La co-construction, on parle beaucoup de co, c'est super important. Mais le co intervient à un certain moment.
Le fait de travailler la vision, ça se fait aussi avec le ou les dirigeants. Et ensuite, on travaille sur comment est-ce qu'on embarque ces troupes ensemble, parce que c'est important. Donc, comment est-ce que, d'abord, je construis le sens, et ensuite, comment est-ce que je relais le sens, comment est-ce que je le partage auprès de mes collaborateurs. Donc, c'est autour de ces deux enjeux, j'utilise vraiment ces deux mots, sens et transformation, qu'on va tourner. Il y a, si vous avez envie d'aller voir deux enjeux de transformation qui ont été magnifiquement réussis, alors, je ne sais pas s'il y a eu des coachings autour de ça, mais je vous recommande d'aller voir ce que Microsoft et surtout Adobe ont fait récemment. Vous savez, ce sont deux entreprises, vous connaissez la problématique, elles vendaient du soft pendant très longtemps sur un modèle de licence. Et elles ont eu l'intelligence de se dire, on est assis sur un tas d'or, mais aujourd'hui, vous savez tout ce que c'est que le cloud et les modèles à abonnement, ça va changer. Donc comment est-ce qu'on passe d'un modèle X, le modèle d'éditeur vente de logiciels, où on vend sur un prix unique, j'achète mon logiciel et puis hop, au revoir, à un modèle d'abonnement qui va au départ me rapporter moins. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires va tomber. Donc comment est-ce que j'embarque mes équipes de vendeurs notamment, par exemple, autour du fait qu'il va falloir prendre un risque. On va passer à un autre modèle, parce qu'aujourd'hui on est peut-être assis sur un tas d'or, mais demain ça sera beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on évolue. Comment est-ce que je vois que le chiffre d'affaires va d'abord faire ça, avant éventuellement de remonter? Ça c'est compliqué pour les équipes. Prenez le domaine de la banque, je pourrais vous citer dans cet exemple aussi, bien qu'aujourd'hui le modèle de la banque change aussi, parce que vous avez tous une banque en ligne, donc forcément ça affecte la banque. Donc enjeu de transformation, quête de sens. À partir de ce moment-là, l'idée c'est le dirigeant dit ok, comment je gère ça avec mes équipes, parce que pour le coup, c'est un peu, il y a un peu une problématique qu'il faut creuser. Voilà, j'ai vu qu'il y a une question dans la salle. Allez-y. Moi j'ai une question, qu'est-ce que vous entendez par quête de sens? Moi je fais référence à Charles Pépin, la confiance en soi, parce que quand vous avez été coaché, c'était par rapport à la confiance en vous, il fallait remettre des bases en vous en disant j'ai confiance en moi et j'ai pas besoin des outils, des moyens pour donner un peu. C'est une question que vous adressez à tout le monde. Vous l'avez peut-être? J'avais l'impression qu'elle vous était destinée. Alors, non, c'est pas une question de confiance en soi, enfin en tout cas personnellement, mais c'est clair que quand on fait ça, il y a une remise en question qui est faite de son travail, de la façon d'aborder les équipes, etc. Il y a plein de choses qui sont mises sur le tapis, ça c'est certain, et voilà, faut être prêt à le faire, d'où l'importance de la neutralité, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et ça c'est extrêmement important. La suite de la question, c'était... Moi en fait, les outils et les moyens, est-ce que le code d'apporte des outils et des moyens, ou est-ce que vous ne les aidez pas en vous? Alors oui, il y a des outils, des moyens, parce qu'effectivement, ils sont équipés pour, et ce sont des spécialistes. Mais ce que ça amène aussi, et c'est pour ça que c'est aussi extrêmement important pour le dirigeant, c'est de pouvoir s'arrêter à un instant T et de pouvoir prendre ce recul sur le quotidien. Parce qu'on est quand même, en tout cas nous, dans nos métiers de médias, on est vraiment dans une quotidienneté, une instantanéité du déroulement de ce qui va se passer dans une entreprise qui est quand même ultra rapide, que ce soit en termes de transformation ou de termes de métier pur. Donc ça va très très vite. Donc effectivement, même si on est amené au quotidien à prendre des décisions rapides, ça permet en tout cas de se poser des questions sur la vision, sur l'avenir et sur un temps qui est plus long, mais dont on a besoin aussi pour faire avancer l'entreprise. Alors, il y a une question. Allez-y. Oui, juste pour compléter votre question, les seules connaissances qui puissent influencer une personne ou un individu à coacher sont les connaissances qu'il découvre par lui-même. C'est le principe du coaching. Donc le rôle du coach, on a parlé de tiers bienveillants, c'est justement avec un certain nombre d'outils. Je vais expliquer tout à l'heure le cas de la natation, c'est un outil de visualisation. Donc on a pas mal d'outils qui s'adaptent au fur et à mesure des séances que nous avons. Mais le rôle du coach, c'est effectivement d'être un révélateur de ces notions. Alors quand vous parlez de confiance, la confiance, c'est la confiance en soi et la confiance que les autres vous portent. Et donc s'il y a un travail sur la confiance, c'est dans le livre de Charles Pépin, je connais bien, c'est justement d'emmener
les coachés, enfin d'emmener les lecteurs, qui sont tous d'ailleurs des futurs coachés, certainement, sur cette dimension-là. Et souvent, en abordant un autre sujet, après, c'est se comparer avec d'autres. Mais ça fait partie de la question. Vous avez une question? Oui, allez-y. Allez, on est fort. Merci de me donner la parole. Moi, j'ai quand même une question. Je rebondirai sur ce que dit Laurent, parce que je suis vraiment d'accord avec lui. C'est sur le manque de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est une question pour les coachs, en fait. Comment vous faites, ou quelle est votre place avec les entreprises pour redonner d'abord une philosophie de l'entreprise? Parce qu'il me semble quand même que s'il n'y a pas une philosophie dans l'entreprise, s'il n'y a pas un esprit dans l'entreprise, s'il n'y a pas un objectif de cette entreprise, c'est très difficile d'adhérer à quelque chose. Et je pense que le mal-être au travail vient beaucoup en ce moment du fait que beaucoup d'entreprises sont à la dérive, elles changent de sens tout le temps, etc. etc. Donc j'aimerais savoir quelle est votre relation sur la philosophie d'entreprise. Il faut se rapprocher de Confucius, le poisson il est toujours par la tête. Ça a été dit par tout à l'heure. Si la tête est pourrie, derrière ça va être compliqué. Comment vous travaillez là-dessus? Comment est-ce que vous cherchez avec les dirigeants? Est-ce que vous les amenez à ça, réfléchir sur la philosophie? À force de. Enfin, alors déjà, on choisit. J'ai de la chance, comme Laurent, de pouvoir choisir les dirigeants qui nous confient des missions pour leur manager ou pour eux-mêmes. Donc, il y a des situations complexes où je ne vais pas. De quelle complexité parlez-vous? Qu'est-ce qui définit le fait d'y aller ou de ne pas y aller? Chaque coach a une identité. Donc, si vous regardez le parcours de Laurent ou le parcours de Dominique Chevalier, qui est mon associé au sein des accélérateurs, vous verrez qu'on a des éléments qui peuvent objectivement intéresser donc, des coachés à nous avoir comme tiers de confiance en fonction de nos parcours réciproques. Laurent a travaillé dans les médias, moi j'ai travaillé dans l'événementiel, Dominique a travaillé dans le textile, enfin bon, il y a des parcours. Dans la façon dont nous travaillons avec les dirigeants, nous on travaille sur le why, pourquoi. Donc il est important de savoir si l'entreprise est capable déjà de se définir en une phrase, enfin le dirigeant est capable de définir en une phrase là où il doit. S'il est capable de définir cette phrase, derrière il va falloir voir comment les managers vont pouvoir s'associer à cette phrase. Et de pouvoir mettre en mouvement leurs équipes, ce qui est le sens du mot management, c'est mettre en mouvement, et derrière y mettre évidemment on dit aujourd'hui de l'autorité, parce que l'autorité pour moi est un terme noble. L'autorité, c'est la racine latine de augere, c'est-à-dire augmenter. Donc pas augmenter en salaire, mais augmenter en connaissance. Plus vous augmentez vos collaborateurs, plus vous managez. Et plus vous êtes dans le sens de l'entreprise, si vous êtes en accord avec le why. Et là, si la situation est claire telle que c'est posé au départ, dans le contrat de coaching, j'ai tendance à être intéressé par la mission qu'on peut me confier. Si ce n'est pas clair du tout, je peux avoir à faire attention à la façon dont ça peut augmenter. De la même façon, si vous avez en face de vous un dirigeant qui vous dit « j'aimerais bien savoir comment ça se passe avec votre coaché », en général, on a une déontologie qui est assez ferme. Et là, vous reconnaissez le vrai coach du faux coach. Le vrai coach vous dira mais écoutez, il est hors de question, est-ce que je vous dis ce qui se passe? Donc voilà, c'est redonner du sens, c'est déjà la déontologie du coach. C'est une identité de coach qui a été librement choisie. Et puis des concepts sur lesquels nous travaillons, que vous pouvez lire dans nos écrits, dans nos conférences, dans lesquels on a effectivement un certain nombre de postures sur lesquelles on pourra revenir et des convictions. Non, je pense que celui-là marche. C'est une excellente question. Quand je pense à l'entreprise, faut penser en termes organisationnels, c'est un vrai corps vivant. C'est-à-dire que quand on vous sollicite, vous sentez généralement, en allant dans l'entreprise, c'est souvent comme ça que ça marche, tout de suite comment ça peut se passer. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement des fois où on peut être amené à penser que on nous présente une situation dans laquelle on veut faire évoluer l'entreprise, et puis on peut ressentir en tant que coach que il y a quelque chose qui ne va pas. Le but,
c'est dans les entretiens qu'on peut avoir, qui sont même préalables au début du coaching, de poser tout un tas de questions qui permettent d'en savoir un peu plus sur les intentions, non seulement les intentions affichées, mais aussi les intentions sous-jacentes de l'entreprise. Puis ensuite, il y a des propositions qui sont faites. Je vais vous donner un exemple qui est assez clair. On parlera peut-être tout à l'heure du bouquin de Nicolas Bouzou qui est de Juliette Funès, qui est assez intéressant et dans lequel ils tirent tous les deux à boulet rouge justement sur les team building, enfin voilà, vous pouvez imaginer les trucs qui se font en 2 jours et on se dit tiens, on va améliorer le quotidien de la société en organisant ça. Ça par exemple, quand on vous sollicite sur un team building, quand on me sollicite sur un team building, voilà, le coach un petit peu, j'allais dire, qui n'est pas vraiment coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser le team building. Un team building unitaire en 2 jours, vous savez très bien qu'il est impossible de changer une organisation, surtout si c'est une grosse organisation, en allant faire du rafting. Vous pouvez éventuellement nourrir un peu plus de sentiments d'inclusion, mais on va dire qu'une fois que ce sera terminé, il ne se passera plus rien du tout. Donc il y a des boîtes qui pensent effectivement que comme ça, effectivement, c'est un peu embêtant. Moi, si on a envie de parler de sens, à ce moment-là, ce que je vais proposer, c'est un dispositif qui va à la fois me permettre d'en savoir plus sur les collaborateurs en amont. Donc je vais demander par exemple à aller... c'est le chien n'a pas encore bougé. Non, tout va bien. Donc oui, donc, je vais d'abord nourrir la phase amont, en allant par exemple au contact des collaborateurs de l'entreprise, en les sondant, en échangeant avec eux pour en savoir plus, voir un petit peu dans quel contexte ils se trouvent. Et je vais également proposer à l'entreprise de traiter la partie aval. Donc si vous voulez, ce qui est assez simple, c'est finalement, je vais proposer un processus qui va me permettre d'en savoir plus sur l'intention et la philosophie, pour reprendre votre mot, de l'entreprise. Il arrive que des entreprises me disent non, mais moi, ce que je veux, c'est un team building. Moi, je veux juste ça. C'est 2 jours unitaires, ce qu'il y a avant, après, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Là, en général, on sait qu'il y a un souci dans l'histoire. Voilà, donc, en fait, en général, la philosophie, elle s'étaye à l'aune du côté long-termiste de l'action de coaching que l'entreprise a. Si on est vraiment dans du quick, ça ne marche pas. Claude Monnier, vous qui avez chez Sony dû changer de paradigme économique quasi, avec le numérique évidemment, comment vous avez conduit cette quête de sens, d'explication aux équipes qu'il fallait bouger, qu'il fallait changer et faire sa révolution? Justement, c'est passé par le coaching de vos dirigeants? C'est ce qui est le plus dur dans la fonction RH. Moi, avec beaucoup d'humilité, je peux vous répondre qu'on est vraiment dans le cœur des sciences humaines, qui ne sont pas les sciences exactes. Donc la notion de sens, elle est évolutive selon chaque individu. Il y a autant de vérité que de collaborateurs dans une entreprise sur cet aspect-là. J'ai abandonné cette bataille-là. La chance que moi je peux avoir dans les industries culturelles et créatives chez Sony, et ça n'a pas été le cas dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, c'est que les gens qui sont là, ils sont par passion. Or, la passion et le sens sont 2 choses différentes, et quand on a l'un poussé à son paroxysme, on a moins besoin de l'autre. Les gens qui travaillent dans l'industrie musicale ont fait un choix de superposer leur vie professionnelle et une vraie passion personnelle. Et ils ont un sens tout trouvé, c'est qu'ils se mettent au service d'artistes qui, eux, doivent créer des choses qui vont changer la vie des gens. Alors c'est pas un métier d'infirmière, c'est pas un métier où on sauve des vies, c'est un métier où on change la vie des gens en leur permettant d'avoir accès à un contenu artistique qui est un contenu musical. Ça ne donne pas du sens à ce qu'ils font, ça leur a permis simplement de réconcilier quelque chose auquel de temps en temps on aspire, c'est de se dire il y a une cohérence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'écoute de la musique tous les jours, et en même temps moi je contribue au fonctionnement d'une entreprise qui produit de la musique. Quand vous les interrogez sur cette notion de sens, ils n'évitent pas la question, ils expliquent que dans notre univers c'est secondaire. Et en RH, moi, ça a constitué à demander à mon dirigeant d'être en mesure de proposer 2 choses. Non pas de donner du sens, parce que pour toutes les explications que je vais vous donner, c'est d'abord une vraie exemplarité du dirigeant. Alors quand il s'interroge sur cette définition d'exemplarité, effectivement là, il consulte des gens à l'extérieur qu'on peut qualifier de coach ou pas. Mais l'exemplarité est très importante quand on dirige des équipes. Et une autre chose, c'est qu'il arrive à apporter de la reconnaissance.
Donc je ne joue pas sur les mots. Dans reconnaissance, il y a sens, mais ça n'est pas du tout la même racine étymologique. Et moi, j'ai pas fait de latin, donc je pense qu'il y a des personnes plus compétentes que moi pour expliquer l'origine historique grecque ou latine. D'ailleurs, on a déjà eu droit à 2 grandes civilisations dans les interventions de nos coachs. Une fois que vous dites à quelqu'un ce que tu fais, c'est bien, et que vous lui apportez cette seconde de reconnaissance, il se débourgera de la notion de sens et de définition de ce qu'il fait. Donc c'est une posture très très basse en tant que RH sur cette notion de sens. Il y a autant de vérité que d'individus, et je crois en plus qu'il ne faut pas attendre d'un dirigeant qui donne du sens à ce qu'on fait. Je ne crois pas. On n'est pas dans une relation de cette nature-là dans le monde de l'entreprise. Je ne crois pas. Chaque personnalité va s'inscrire dans cet ensemble. Oui, on a besoin de sens et il faut donner un sens. La passion, elle est importante aussi. C'est compliqué d'aller quelque part et d'avoir envie d'aller quelque part dans un sens. S'il y a 0 passion, c'est pas envisageable non plus. Et puis effectivement, la notion d'exemplarité, elle doit forcément être là, parce que quand on est dirigeant, on doit faire avancer et on doit être là pour l'ensemble des équipes. Cette notion de reconnaissance aussi, forcément, on a besoin de cet ensemble et pas d'une seule chose, ça c'est évident. Vous avez un commentaire à faire? Il y a un joli mot qui a été utilisé, c'est le terme de reconnaissance, et là pour le coup je suis complètement d'accord avec vous. En fait, c'est pas compliqué, il y a eu un certain nombre d'études, j'ai dire quelques, mais beaucoup d'études, qui ont été faites sur la reconnaissance, qui est un très beau thème. Il s'avère qu'en termes, on parle beaucoup de QVT, ceux qui connaissent la qualité de vie au travail. J'imagine que en tant que DRH, vous y êtes particulièrement sensible. Et c'est vrai que c'est le premier levier aujourd'hui pour les collaborateurs et les collaboratrices en entreprise, mais de très très loin. Pour augmenter justement cette qualité de vie au travail. Donc on travaille beaucoup dessus auprès des dirigeants parce que, et alors là le bouquin de Bouzou justement, je suis désolé, je te coupe un tout petit peu l'air tranquille, mais on parle bien. C'est vrai qu'on s'aperçoit, en coachant le dirigeant, souvent, je fais des animations autour de la reconnaissance, qu'ils ont, c'est pas du tout un reproche, mais parfois on oublie de dire bonjour, par exemple, le premier signe de reconnaissance dans une entreprise. Moi, j'avais animé une séquence dans laquelle un manager s'était aperçu, il était avec un autre groupe de managers qui l'ont tous renvoyé. Mais avant, tu passais, tu nous disais bonjour, et depuis quelques années, tu ne le fais plus. Et l'autre dit, mais je ne me rendais absolument pas compte que ça signifie quelque chose pour vous. Et bien si, en fait, on a eu une très belle séquence autour de ça. Donc, je m'inscris complètement autour du fait que si j'avais une troisième composante après le sens de la transformation et l'évolution des entreprises, et la passion évidemment, mais la reconnaissance effectivement est un thème qui ne va pas forcément de soi, et cultiver les signes de reconnaissance. Posez-vous la question tout simplement de savoir combien vous en donnez et combien vous en recevez dans une semaine. On verra que c'est pas si évident que ça. Donc effectivement, la reconnaissance c'est un thème qu'on travaille beaucoup, que je travaille beaucoup avec les dirigeants d'entreprise. Oui, pour Claude, puisque nous avons visité Athènes et Rome, on va aller maintenant à Pékin. Et donc, juste une phrase de conclusion de passer aux nouvelles pratiques. Donc, si la destination, c'est un problème chinois, si la destination n'est pas claire au départ, il est difficile de dire que l'on est perdu. Donc là, on peut tenir une bonne journée avec ça, mais ça fait une synthèse par rapport à la notion de sens. Et effectivement, les managers qui ont un problème de sens, c'est que peut-être la destination n'est pas claire au départ. Oui. Vous avez une question ? Je vais faire une remarque, en fait, je suis désolée, j'ai pas de question. Je suis coach aussi, et ça m'ennuie un peu d'entendre que le poisson meurt par la tête, parce que je coach aussi des secrétaires et des assistantes et des employés, autant que des managers. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect aussi qui est vraiment fondamental, de mettre en avant, et c'est une forme de valorisation aussi, que d'envoyer sa secrétaire, son assistante en coaching, parce que finalement c'est ce qui va aussi renforcer l'entreprise, et je pense qu'il faut aussi voir la queue, et qu'il y a même des coachs qui prennent des patrons et leurs secrétaires à deux, et c'est fondamental dans l'entreprise d'aussi pouvoir coacher les assistantes et les secrétaires, donc je vous invite juste aussi à considérer ça. Voilà, je voulais juste faire cette remarque. Mais c'est une très bonne remarque et j'aimerais bien que cette table réagisse à ça. Soit. Alors, madame, si ça a été le sens de la première introduction que j'ai faite en disant les coachs et pour le dirigeant, je vous prie de m'excuser pour cette incohérence. Il n'y a aucun jugement de valeur dans le fait de donner un coach à quelqu'un et par défaut dire que tous les autres qui n'ont pas de coach ne sont pas les personnes importantes.
Mais proposer un coach à quelqu'un, c'est augmenter de manière significative le taux de pression que vous allez vous mettre au centimètre carré. Et que, quoi qu'on en dise, ou en tout cas à titre très personnel, madame, je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont susceptibles d'être en demande d'une pression supplémentaire que celle qu'elles vivent déjà. Pour deux raisons. La première, c'est cette assistante-là, il faut certainement lui donner là le sens pour lequel vous la coachez, c'est-à-dire, elle ne marche pas, vous attendez plus d'elle, vous allez proposer une évolution et vous pensez qu'elle n'a pas le niveau, ou est-ce que son patron n'est pas content mais il n'ose pas lui dire, donc il prend une tierce personne pour dire ce que tu fais, c'est pas bien. Donc ça, il faut le préparer en amont et expliquer dans ce cas-là pourquoi il y a une démarche de coaching. La deuxième des choses, c'est quand on coach, c'est qu'on considère qu'a priori, le manager ne fait pas son job. Pourquoi moi je coach le dirigeant? C'est qu'il n'a pas de manager. C'est d'autant plus vrai quand il est le fondateur de sa propre structure. Et je fais vraiment une distinction sur cette population-là. Les gens qui créent leur boîte et qui gèrent leur business en se croyant absolument omnipotents sur leur corps social, cela faut les coacher. C'est même une obligation de sécurité sociale. Mais il y a aussi les dirigeants qui sont dans des grands groupes, qui ont besoin d'être coachés pour essayer de trouver une forme de relation et de cohérence avec ce que demandent les actionnaires, la holding et je ne sais quoi. Mais si jamais l'assistant doit être coaché, probablement elle va se dire c'est que mon patron, il n'est pas foutu de le faire, alors qu'il est payé pour ça. Moi, les coachs principaux dans l'entreprise, ce sont les managers. Moi, je paye des managers très chers pour que ce soit les coachs de leurs équipes. Je n'ai pas besoin d'aller investir des sommes d'argent encore plus importantes à l'extérieur pour dire à l'assistant ce que tu fais, c'est super. Ou ça, tu ne le fais pas très bien, il faudrait que tu le fasses différemment. Parce que si je fais ça avec un coach, je me demande bien ce que fait son manager. Oui, bonjour. Donc, je voulais savoir, alors, vous évoquez beaucoup le manager. Quelle place vous donnez au leadership? Est-ce que vous faites une différence? Et quelle est l'influence du leadership dans l'influence de l'entreprise? Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pouvez préciser un petit peu? Pardon? Qu'est-ce que vous entendez par là précisément? Non, c'est-à-dire un manager a une fonction bien précise. Un leader ce sera plus un nombre d'influence qui pourra... Donc vous faites le distinguo du manager et du leader. Voilà, je voulais savoir si les intervenants font la différence et si eux, ils interviennent sur cette thématique et quelles sont les conséquences et les outils. Non. Mieux c'est de commencer par les managers, non? Tu t'en penses quoi? Oui, monsieur, moi je fais une différence. Je fais une différence même très structurante entre ces deux concepts. Le manager, c'est une question de statut, de posture. Et le leader, c'est une question de savoir-être. Alors, ils peuvent avoir des points communs. Un manager peut être un bon leader, mais vous pouvez être leader sans nécessairement avoir le statut de manager. Et sans faire une grande démonstration sur la sociologie des organisations, entre les organisations verticales, le matriciel, l'interculturel, les nouvelles générations, etc., je pense qu'aujourd'hui, vous venez de citer un des enjeux majeurs des dirigeants, c'est de savoir investir à parts égales entre leurs managers, qui sont des éléments, encore une fois, structurants de l'organisation, et investir sur des leaders, qui sont des gens qui peuvent être influents, inspirants, entraînants, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'il n'y a pas forcément de compétition entre les deux, et qu'il n'y a pas forcément une volonté d'être à tout prix manager. Il y a de plus en plus de gens qui se satisfont et s'épanouissent dans ce rôle de leader. Je n'encadre pas l'équipe au sens hiérarchique du terme, donc je ne cherche pas la valorisation sociale du statut de manager, et pourtant je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai de l'influence, je suis quelqu'un d'inspirant. Et ça, c'est essentiel. Notre rôle est de faire le lien entre les deux populations, les deux communautés. Merci. Je vous propose qu'on rentre dans la partie nouvelles pratiques, et là je vous interroge collectivement sur les nouvelles pratiques. C'est quoi concrètement? Vous, Laurent, qu'est-ce que tu as mis en place dans ce registre-là? Jean-Michel, et vous chez France Télévisions, peut-être RMC Découverte ou Sony, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce terrain-là? Alors, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Les nouvelles pratiques, vous êtes bien installés là. Il y a du café. Il y a du café, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, alors, quels sont les outils novateurs? Parce qu'on dit que ça existe depuis non, mais le coaching, ça s'est imposé. On va parler de nouvelles pratiques. Oui, voilà, nouvelles pratiques, oui, c'est ça. Je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai, par exemple, de ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, il y a énormément d'innovations qui sont portées. Alors, encore une fois, il va falloir distinguer coaching individuel et coaching de groupe.
En coaching de groupe, ce que je disais en préambule, vous avez des actions qui embarquent de plus en plus de monde. Elles sont nouvelles et à la fois elles sont anciennes. Le forum ouvert, vous allez embarquer, alors pour ceux qui ne connaissent pas le forum ouvert, en fait, pour faire très court, c'est une technique d'accompagnement de très grands groupes. On va pouvoir accompagner de 10 à 5000 personnes. Quand je dis 5000 personnes, c'est qu'il y a des expériences qui ont été tentées et qui ont été effectuées à ce niveau-là. Et donc l'idée c'est, il n'y a pas d'ordre du jour, ce sont les collaborateurs et les collaboratrices qui, avec un certain nombre de coachs, d'accompagnants, vont déterminer le sujet ou les sujets qui les intéressent dans un cadre déterminé. Ça peut être mieux vivre et mieux travailler ensemble, par exemple, je vous donne des exemples. Voilà. Donc voilà une pratique qui en fait date de 1982 et qui pour autant s'est énormément développée justement pour embarquer un petit peu tout le monde. Alors on ne le fait pas n'importe comment, encore une fois, on prend les strates managériales une à une avant d'embarquer en dernier rideau les collaborateurs. Voilà, par exemple, un exemple de nouvelle pratique, on peut l'imaginer. Moi j'ai eu à les... Sauf que ça date, ça remonte à 82. Alors, en termes de création, ça remonte à 82. C'est surtout que l'expansion est actuelle. Et vous pouvez imaginer qu'en termes d'infrastructure, par exemple, quand moi j'ai accompagné des groupes, on va dire entre à peu près de 150 personnes, ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle infrastructure. Il y a des accompagnements qui durent un certain temps. Donc là, on est par exemple sur une nouvelle pratique en équipe. Je suis aussi sur des instances, par exemple, où on est dans le domaine des médias, où on va y associer des formes audiovisuelles pour permettre de faire comprendre par le corps, et par, tu parlais de visualisation, Jean-Michel tout à l'heure, aussi en mode de visualisation, un petit peu ce dont on a parlé dans les séquences pédagogiques. Et puis, alors moi j'ai quelque chose que j'aime beaucoup en individuel, c'est que nos amis les Anglais sont très innovants, eux, et j'allais dire parce qu'on est un peu plus conformistes en France. Et les Anglais, depuis très longtemps, coachent en mode ambulatoire. Ça veut dire que quand vous allez vous verrez parfois des coachs coacher dans des jardins, des dirigeants, des hauts dirigeants parfois. Et bien moi je me suis par exemple servi de cette expérience et aujourd'hui je coach des dirigeants, là pour le coup en individuel parce qu'en gros j'ai toujours pas trouvé la méthode qui convient, mais je vais les coacher en cours. Alors que là soit bien clair, je ne suis pas coach sportif, même si je me définis comme un grand sportif devant l'éternel. J'ai couru quelques courses un peu longues, 42 km 190 pour ceux qui ne me proches pas. Et l'idée c'est vraiment d'aider le dirigeant à phosphorer sur sa problématique managériale. Voilà. Et donc je prends un moment où le manager est disponible parce que s'il court, il court à un moment tôt le matin, ou tard le soir, voire à midi. Et je l'aide à dérouler sa pensée en cours. Et voilà quelques exemples de nouvelles pratiques, mais si on en voulait plus, il faudrait concrètement échanger. Jean-Michel, est-ce qu'il y a de nouvelles pratiques qui viennent à l'esprit? Alors oui, nous on a créé une entreprise avec Dominique Chevalier, qui est ici, donc en face de moi, qui me surveille, sur le co-développement. À force de coacher des managers, on s'est aperçu depuis de nombreuses années qu'au-delà de la solitude et de la quête de sens dont on a parlé tout à l'heure, il y avait une réelle volonté de se poser la question mais est-ce que je suis seul dans la galère de cette question? Et beaucoup de dirigeants de très grandes, de moyennes et de petites entreprises avec lesquels nous travaillons régulièrement nous posaient aussi la question sur finalement l'idée de se comparer dans les pratiques ou dans son savoir-être. Et Dominique, avant moi, avait déjà commencé à travailler sur des modèles de co-développement. Et en février, on a lancé une société qui s'appelle les accélérateurs du management. Alors le Z, il est lié au fait que les aides arrivent. Et donc il y a beaucoup d'accélérateurs, mais les accélérateurs avec un Z devant, c'est-à-dire ceux qui sont nés depuis 1995, ça va véritablement booster, comme dirait Laurent, ces activités, mais transformer aussi durablement nos entreprises. Et donc les accélérateurs, c'est l'idée est la suivante, c'est de réunir des managers qui sont les futurs leaders de demain,
dans des groupes de 8 personnes, qui sont des groupes qu'on appelle de co-développement. Ces groupes fonctionnent de la façon suivante, via une méthodologie assez très normée. Ces groupes sont animés par des coachs et sont des groupes d'échange de pratiques dans lesquels, tour à tour, au cours de la journée, les uns vont devenir porteurs d'une préoccupation et les autres contributeurs de solutions. Donc dans un groupe de 7 personnes, vous allez avoir plusieurs groupes de 7 à 8 personnes qui, au cours d'une journée, vont aborder des sujets qui les grattent, qui les irritent. Ils vont passer, donc je vais peut-être demander une slide que j'avais préparée, d'une situation qui est le problème qu'ils vivent en demandant aux autres mais est-ce que ce type de problème vous le vivez, a évidemment une logique qui est une logique plus de coaching, c'est de travailler l'attitude du manager face au problème. Donc Jack Sparrow, vous le connaissez tous, dans Pirates des Caraïbes, à un moment, donc s'énerve, il y a son associé qui ne travaille pas assez bien dans la piraterie moderne, et pour lui dire le problème, c'est pas le problème, c'est toi qui as le problème, il faut que tu changes de comportement. Et là on est au cœur du coaching, et on est au cœur du coaching collectif. Alors cette entreprise n'existait pas en février, ce modèle collectif inter, puisque nous sommes en inter-entreprise, non pas en intra, n'existait pas en février, et nous avons aujourd'hui près de 100 managers qui sont dans des groupes de développement. Alors, ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, au début, nous pensions que nous aurions un manager par entreprise, et en fait, les entreprises se sont dit, comme nous sommes sur des groupes de 7-8, et que chaque manager, dans chaque groupe de 7-8, ne peut pas avoir un autre manager de son entreprise pour des questions de neutralité, que les groupes sont préparés au niveau des profils pour éviter est-ce qu'il y ait des liens clients-fournisseurs entre les managers. Il n'y a aucun lien entre chaque manager. Il y a même des diversités de niveaux, des diversités d'âge qui font que tous sont responsables de périmètre d'activité, d'action, et que tous vont se comparer à un moment, se comparer par rapport à leur parcours, mais se comparer par rapport à leur pratique, et repartir avec à la fois de la méthodologie, mais également de l'innovation. Et pour booster encore plus cet aspect de co-développement qui dure une journée, vous avez aujourd'hui, on a 6 groupes de 8 personnes qui fonctionnent régulièrement tous les 2 mois. Et bien la veille, on va faire passer un expert qui va inspirer un petit peu sur des problématiques de management, les éventuelles questions du lendemain dans les groupes, où là ils seront tous en plénière. Donc on est en train de créer ce qu'on appelle des groupes de soutien, qui fonctionnent entre eux, qui sont totalement confidentiels, qui sont dans l'éthique du coach, qui vont aller chercher du sens par rapport à leur pratique, qui vont essayer de voir si leur comportement évolue dans le cadre de ces échanges de pratiques, et puis surtout qui vont être suivis, parce que tous les mois, ou tous les 2 mois, nous allons voir comment les managers progressent, et c'est pas le coach qui va les faire progresser, c'est le groupe. Et c'est là où on est radicalement dans un nouveau modèle, qui n'existait pas trop jusqu'à maintenant, il existait un petit peu dans l'entreprise, donc en matière de co-développement. Mais en interne, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on construit des petites équipes de sport intellectuel, du management, qui vont se soutenir, s'appuyer et se challenger en fait entre elles. Et on sait que les résultats à J+1 de chacune de nos sessions autour de l'entreprise sont assez dynamiques. Alors, Claude, ce ne sont pas les DRH souvent qui nous envoient les managers, c'est les présidents qui, en accord avec les DRH, disent nous, on a envie de déléguer une confiance, mais qui est forte, pour qu'ils puissent expérimenter les pratiques et aller voir à l'extérieur comment l'herbe est, et dans les autres prés, et de pouvoir se comparer. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de délégation, comme par hasard, vous trouvez souvent des managers qui sont issus de patrons qui sont d'une filière un peu humaniste, et qui ont envie de faire progresser et donc d'augmenter leurs collaborateurs. Mais c'est possible, ça existe. Et on a de très bons groupes qui nous envoient les collaborateurs et qui viennent effectivement se tester avec cette délégation de confiance. Ça existe aussi en intra, enfin le co-développement existe aussi en pratique. Quand on y rapport aussi. Alors c'est pas la mode du co, c'est simplement la façon de réunir des équipes qui exposent des problématiques avec une méthodologie qui est extrêmement précise, qui n'a que pour ambition de clarifier les questions qui sont posées. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la clarification des questions.
Derrière une question, il y a toujours une autre question. Et on est dans le métier du coach. Le modèle de coach individuel fonctionne en modèle de coach collectif, puisque ce sont les mêmes ressorts que nous travaillons avec les managers. Monsieur, tout au fond, vous avez des questions. Bonjour. Oui, j'ai une question parce que vous avez parlé sur le management de l'organisation, avec justement cette approche des managers et ces échanges de managers qui sont intéressants, parce qu'on va enrichir, si on comprend bien, le management de l'entreprise par des confluences, des croisements et des interrogations sur le management. Vous êtes revenu ensuite sur une interrogation sur une méthode pour répondre à des problèmes. Et je vais reprendre et paraphraser Jacques Sparrow, c'est qu'à un moment, si tu n'as pas de solution, c'est parce que tu fais partie du problème. Non, mais personne n'a fait, je me dis, c'est pour moi. L'idée étant, lorsque vous coachez quelqu'un, l'interrogation, vous avez parlé évidemment à la fois des méthodos, de l'écoute et de ce que vous pouviez apporter à la personne, mais je reprendrai également cet adage bien connu, c'est qu'on voit bien la paille dans l'œil du voisin, mais par contre la poutre que j'ai bien. Comment définir le besoin réel de la personne que vous allez coacher? C'est-à-dire que, par exemple, demain, vous allez me coacher, moi, sur mes boîtes, ça va me faire super plaisir. Vous allez me dire, c'est quoi ton problème? Je vais vous en citer à peu près 4 pages à 4 écrits format avec les services. Mais au final, le problème, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être complètement autre chose. Est-ce que pour définir le problème, déterminer le problème, vous allez avoir une méthode, sachant qu'une méthode sur un patron de start-up, un patron de PME ou une structure plus importante, définir la problématique et surtout le cahier des charges est quand même pas simple. Alors, on ne va pas vous révéler nos secrets. Mais si. Je ne suis pas gauche. Ok, je vous en donne un. Vous aimez dessiner? Est-ce que vous aimez dessiner? Mais utilisez le dessin quand vous êtes avec un coach, vous verrez, c'est remarquable. Je fais dessiner les parcours. Donc, une vie professionnelle, des expériences, ça peut se représenter sous la forme de schéma. Et il y a une technique qui s'appelle le mind mapping, qui est extraordinaire. Donc, vous faites une map d'un objectif que vous avez, et puis on va essayer de construire un petit peu l'ensemble du sujet. Donc, le dessin, moi, est un outil que j'utilise dans le cadre du mode de questionnement de manager. Gonel, vous faites dessiner vos collaborateurs, tu vas faire des problématiques. Non, moi je suis pas spécialiste en technique, mais effectivement, le questionnement, la discussion, la technique de l'entonnoir, enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, généralement, on arrive à connaître et à déceler en tout cas, et en tout cas à dessiner un contour de là où se situe le ou les problèmes. Souvent, il n'y en a pas qu'un seul. Mais ça, c'est des techniques, donc j'avoue, je suis pas spécialiste là-dedans. En général, quand vous demandez à quelqu'un qui vous a exposé une question en quoi c'est un problème et pourquoi c'est un problème pour lui, déjà, il va commencer à réfléchir un tout petit peu différemment. Ça va lui permettre déjà de serrer un petit peu. Il y a parfois des urgences, des priorités. Donc, rien que renvoyer à ça, ça permet de commencer à faire le travail qui est nécessaire. Et puis, Guénel parlait de questionnement, c'est vraiment ça. Sylvie parlait de maïotique, il y a aussi ça dedans. Les séances durent en général 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je ne suis pas partisan des séances trop longues, notamment individuelles. Mais en même temps, on se pose. Les silences aussi sont vachement importants. Vous parlez de temps, de temps faible et le fait de désapprendre. J'y crois aussi beaucoup. Par de nouvelles pratiques, vous savez quel est les 2 premières pratiques qui se sont développées aujourd'hui en entreprise pour le management, c'est pas forcément le coaching. Le premier, c'est le yoga. Le deuxième, c'est la méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, c'est je prends d'abord un temps de respiration pour me centrer sur moi-même. Ça, c'est un truc en entreprise qui va complètement à rebours de la culture de l'urgence dont on nous a bourré le crâne depuis maintenant des années. Il faut faire vite, il faut faire plus, etc. Donc, vous voyez, en fait, le coaching, c'est ça. C'est d'abord se poser et vous apprendre à poser la bonne question et voir les degrés d'importance de ce que vous avez. J'espère avoir répondu à votre question, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment autour de ça. On va revenir sur le livre de Nicolas Bouzou dont on a dit un mot tout à l'heure, La comédie humaine. Laurent, juste avant, nous disait toutes les réserves qu'il pouvait mettre à l'égard de cet ouvrage. Parmi les éléments de l'ouvrage, ils évoquent la dictature du bonheur qui se fait au détriment de la quête de sens.
faire en sorte que les gens se sentent très bien dans l'entreprise, sans vraiment savoir ce pourquoi on doit travailler en clair. Ma question par rapport à l'accompagnement des dirigeants, quelle est la responsabilité des entreprises dans ce registre-là selon vous? C'est pas une action à un instant T. C'est pas un coaching à un moment qui va ou gérer le problème ou clarifier la situation. En fait, c'est une aide à un instant T, mais c'est au quotidien. On va se dire que c'est un travail avec les managers de tous les instants et de quotidienneté et de régularité. Donc c'est aussi ça qui est hyper important. Il y a cet accompagnement, mais après il y a tout ce qui se déroule derrière et tout ce qu'on va faire pour l'entretenir. Et ça, c'est encore la deuxième strate, et c'est ce qui certainement est le plus important dans la durée. C'est une réflexion permanente avec beaucoup de remises en question sur l'équilibre vie pro et privée. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. L'entreprise, l'employeur, le DRH, c'est pas quelqu'un qui est là pour ordonnancer le bonheur de quelqu'un. Et je ne veux pas revenir aux fondamentaux du sens du travail ou aux grands philosophes qui ont écrit sur le sujet, mais la qualité de vie tout court, c'est important, la qualité de vie au travail, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un oxymore. Nous sommes une entreprise et nous sommes là pour une notion de prix versus valeur. Je travaille pour rétribution, contribution. Je ne travaille pas pour être heureux. Ou alors, c'est un autre choix. Et on ne doit pas franchir cette ligne-là. Nous ne sommes pas les parents des collaborateurs, nous ne sommes même pas leur famille, et nous sommes encore moins quelqu'un qui va leur indiquer une philosophie absolue de vie. Vous avez le sentiment que beaucoup d'entreprises sont allées trop loin en la matière? Mais excusez-moi d'être très grossier, un quart de seconde dans cette très belle mairie du 17e, c'est le bal des faux culs. Et la fonction RH en est intimement responsable de ce bal des faux culs. Surtout, je ne revendique aucune popularité dans ces propos. Et je vais même prendre une autre image. C'est un tas de fausses barbes. Les DRH qui écrivent des quantités de chartes sur la parentalité, la diversité, la qualité de vie au travail et je ne sais quoi, ce sont les mêmes entreprises qui en général trimballent le plus gros taux de prud'homme depuis 15 ans en France. Vous dites qu'il n'y a pas de sincérité. Et je peux en citer. Mais non, encore une fois, c'est une hypocrisie absolue aujourd'hui de considérer qu'on va aller chercher la qualité de vie au travail en allant bosser tous les matins. C'est pas fait pour ça. Moi, ce matin, je voulais pas partir. J'étais avec mes enfants et mon épouse. J'avais pas du tout envie de venir, même vous voir. Même ici. Mais vraiment. Alors après, je suis là et vous êtes tous super gentils, donc je suis content. Mais je serais quand même plus content de rentrer chez moi ce soir. On est content que vous soyez là. C'est bon. Merci infiniment de me dire. C'est le début de la reconnaissance. Merci, Diane.